merci à tous d'être venus. Merci aux collègues qui étaient là à la journée d'études d'hier de réenchaîner avec nous aujourd'hui. On est absolument ravis de recevoir Lisselle Quiros qui vient de faire paraître cette synthèse sur le décolonial, donc sur le séminaire qu'on co-organise avec Michel Pérez ici, et Sylvain Bovary. Vous avez une date ? Pas encore. En lien entre les Afriques dans le monde, notre laboratoire de rattachement, et la MSH Bordeaux, qu'on remercie pour l'accueil. Je vais dire quelques mots d'introduction à l'ouvrage. Ensuite, Lissette fera la présentation de sa synthèse. Et après, j'aimerais rebondir, reprendre la parole pour quelques minutes pour essayer d'esquisser des liens qu'on pourrait faire entre nous, africanistes, et ces pensées décoloniales, qui est la tâche à laquelle on s'attelle depuis 2 ans dans ce séminaire, avec beaucoup de joie, d'interrogation, d'espoir et parfois de désespoir. Et ensuite, voilà, si vous souhaitez répondre, on peut discuter et ouvrir à la question. Donc Lissette, vous êtes professeure des universités en études latino-américaines à Cergy, vous êtes directrice du Agora, le centre de recherche multidisciplinaire en sciences humaines et sociales. Vous travaillez sur l'histoire de la maternité dans les Andes et l'histoire des rapports entre féminisme et santé de manière générale. Vous avez dirigé, et ça m'intéresse beaucoup, et Maëline aussi sans doute, un ouvrage collectif intitulé Féminisme et artivisme dans les Amériques, 20e, 21e, sur le rapport entre performance et production artistique aux presses universitaires de Rouen en 2021. Et on a beaucoup de collègues qui travaillent sur l'artivisme ici, donc ça nous fait... c'est un écho de tous. Mais surtout, vous avez passé une HDR intitulée Pouvoir et colonialité au Pérou, 19e, 21e, et fait paraître un ouvrage l'an dernier intitulé Mettre au monde la naissance, enjeux de pouvoir, 1880-1925, où vous interrogez sur la notion de maternité et des rapports de colonialité, du pouvoir et du genre. Et vous envisagez la notion de maternité comme espace de confrontation et de rapport de pouvoir à l'intersection des rapports de classe et de race. Vous interrogez les modèles maternels, l'histoire des sciences médicales, avec un focus sur la maternité de c'est des orientations que certains collègues d'entre nous travaillent aussi. Je pense à Anne Hugon sur l'histoire d'être mère en Gold Coast. Et tous ces enjeux-là font des ponts entre les études en Amérique du Sud et les études que nous, on peut mener dans notre centre de recherche. Mais on ne vous invite pas pour ça, même si on est ravis de savoir que vous travaillez sur des enjeux où les uns et les autres ici dans la salle travaillons. On vous invite pour cet ouvrage de synthèse, Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. D'habitude, je l'ai fait passer, mais là, j'en ai besoin parce que j'ai mes petits post-it. Mais si l'un d'entre vous l'a et peut le faire passer à la salle, avec plaisir, sinon je le ferai passer à la fin. Donc, dans ce séminaire, on a voulu repartir des textes et faire un séminaire de lecture. Donc, la première année, un séminaire de lecture, et là, cette année, plus un séminaire bibliographique où on invite les auteurs et les parutions récentes pour se placer en opposition avec le contexte actuel de réception du décolonial et des manipulations politico-médiatiques du terme. Donc, nous, on voulait vraiment repartir des textes, et donc, c'est un ouvrage salvateur en ce sens où vous permettez, vous donnez à lire des penseurs qui ne sont pas assez lus en France. L'ouvrage s'articule en 3 parties, c'est vraiment une synthèse qui montre des mini-biographies des auteurs, donc c'est très utile, il y a plein de choses sur des auteurs qu'on lit par ailleurs, mais ça fait du bien d'avoir des mini-biographies, Lugones, Mignolo, Quirano bien sûr, et puis plein d'autres, des penseurs du développement, des penseurs... des pensées marxistes qui ont pu émerger en Amérique du Sud. Et puis ça nous a, moi ça me dresse plein de liens aussi avec les pensées du socialisme qu'on peut avoir dans nos objets d'études. Donc les auteurs d'un côté et tous les concepts reliés, donc c'est vraiment des synthèses hyper utiles pour
des étudiants, et aussi pour nous remettre dans l'ordre des penseurs, on peut dire de manière séparée par ailleurs. L'ouvrage s'articule en 3 grandes parties. Le colonialisme en question, où vous repartez du moment 1492, et qui est un point de différence entre nous sur l'Afrique et vous sur l'Amérique du Sud. Une deuxième partie intitulée Modernité, colonialité, décolonialité, sur ce groupe de travail de Quirano, Dussel et Mignolo, qui donc fait réellement émerger la notion de colonialité, qui nous est diablement utile à nous. Et ensuite, vous listez les concepts colonialité du pouvoir, colonialité du savoir et colonialité de l'être. Voilà, de manière très, très limpide, me semble-t-il. Et une dernière partie qui m'intéresse, et je vous ai donné à vous des extraits de cette partie, qui s'appelle Élargissement théorique et militant, où vous faites un point, je vais revenir sur les spécificités du décolonial par rapport au postcolonial, avec un ancrage très fort dans le militantisme et dans la cité. Et vous faites 2 élargissements, un sur Abya Yala, et vous allez y revenir, et un autre sur l'écologie, et c'est celui-là que je vous ai donné, d'abord parce qu'il y a des géographes dans la salle, et il y a aussi des théoriciens de la littérature qui sont très intéressés par les lieux, et ce que les lieux font au texte, et inversement. Et aussi parce qu'il me semble qu'on n'en a pas du tout traité en fait dans ce séminaire les enjeux écologiques liés au décolonial, peut-être pour une autre séance ou peut-être pour nos journées d'études à voir. Voilà, donc ça c'était vraiment juste pour vous présenter. Après je peux revenir sur les points de convergence qu'on a avec vous et comment dialoguer avec vous, mais je préfère déjà vous entendre et ensuite on rediscutera si ça vous va. Très bien, très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un espace d'échange et de dialogue qui m'intéresse à titre personnel, mais aussi le co-auteur de ce livre, Philippe Collin, avec lequel d'ailleurs en décembre dernier nous avons organisé un colloque qui s'intitulait La réception de la théorie décoloniale dans le champ académique Europe-Afrique, et on a eu déjà aussi un petit peu je pense un avant-goût de ce qu'on aura là, puisque vous n'êtes que des spécialistes de l'Afrique, donc de pouvoir trouver ces ponts, ces circulations de pensées, de questions surtout, et d'envisager les possibilités des sorties de la colonialité, qui est aussi le but de la théorie décoloniale. Alors, avant toute autre chose, je vais compléter, merci beaucoup Elara de m'avoir présenté. J'ajouterai juste une question que hier, enfin je ne l'avais pas prévue, mais en pensant à la présentation d'hier et à d'autres choses que je fais sur la question le lieu d'énonciation. Alors il est devenu et devient, bon c'est venu un peu, il me semble... Excuse-moi, tout le monde ne sait pas que tu as présenté ton livre également hier soir à l'Institut Cervantes. Bon, voilà, qui est ici présente. Je disais donc cette question de la présentation et du lieu d'énonciation ou le lieu d'où l'on parle, c'est quelque chose qui est un peu sorti ou qui vient des milieux militants, où c'est devenu un petit peu une règle, enfin quelque chose, une forme habituelle de présentation, et puis ça arrive petit à petit, me semble-t-il, à l'université. Et je voulais en même temps expliciter que cette question, c'est pas juste la présentation, comme parfois il me semble que ça arrive un peu facilement de juste dire bon, je me reconnais comme un homme, une femme, cis, etc., et décliner toutes les identités. Ce que je voulais ajouter sur cette question, le lieu d'énonciation, c'est pour nous et voilà, le nous, donc arrive d'emblée. Je suis féministe, je suis enseignante, tout ce qu'on est, directrice, j'étais directrice du laboratoire, etc., donc universitaire, mais je suis aussi, où je me reconnais aussi comme péruvienne, immigrée et féministe décoloniale, et surtout féministe décoloniale, et c'est pour ça que viendra rapidement ce nous. Alors j'explicite ça parce que, en fait, le lieu depuis lequel on parle dit beaucoup, enfin, indique notre position, et
aussi de pouvoir que je reconnais, et la position de pouvoir, justement, à distinguer des milieux militants, c'est pas, ça n'invalide pas, c'est-à-dire que j'ai une position de pouvoir, on va me le dire, je suis même voilà, autrice d'un ouvrage à la découverte, donc ça me place dans un lieu du pouvoir. Dire ça, c'est pas... justement, contrairement à l'espace militant où on valorise un petit peu plus, ce qui semble logique, les trajectoires plutôt subalternes, là de dire que cette reconnaissance, c'est de là aussi que vient la pensée, tout ce que je dis, et c'est pour ça que quand hier je me suis à plusieurs reprises, et ça m'arrive souvent de se parler de ce nous, de ce jeu, c'est dans ces situations-là, c'est-à-dire reconnaître ce lieu-là, qui est un lieu parmi d'autres, et qui n'est pas supérieur ni inférieur, justement, en pensée décoloniale, ne pas se considérer un lieu d'autorité parce qu'il vient d'un espace du savoir légitime, mais pas non plus effacer l'idée que c'est un lieu de pouvoir aussi, d'où cette pensée est exprimée, et que donc elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre, et c'est là d'ailleurs ce qu'on peut voir, parce que la neutralité scientifique n'existe pas de mon point de vue. J'ai aussi produit un article où j'explicitais un peu plus cette idée. Donc voilà, quand je dis la question du lieu d'énonciation, pour préciser juste ce nous, ce jeu qui viendront dans la présentation. Alors, je commencerai tout d'abord par peut-être vous présenter. Merci. Sur les raisons pour lesquelles on a choisi d'écrire ce livre, Philippe et moi. On est parti de... Bon, c'était une demande, comme vous le dites, on est à un moment en France où le qualificatif de décolonial se diffuse beaucoup, s'emploie avec différentes acceptions, avec différentes formes de le traiter, et en oubliant souvent, c'est pas un reproche, mais c'est un constat, d'où vient le terme, ou comment il a été introduit même en Europe et y compris en France, et qu'on l'utilise souvent pour englober un grand espace qui est ce que nous appelons les autres théories critiques. Vous l'avez dit à l'instant, le postcolonial notamment, les études postcoloniales, les études subalternes, avec lesquelles je pense que nous avons beaucoup de choses en commun, parce que nous posons les mêmes problématiques. Nous partons de problématiques similaires. Peut-être les réponses et justement le lieu depuis lequel on les traite diffèrent, et donc ça nous fait aussi différer dans la conceptualisation et l'application pratique que sont les études postcoloniales et subalternes. Alors quelle est cette question? C'est qu'on part de constats des systèmes de domination aujourd'hui. Et c'est important, il me semble, que ces pensées critiques ne sont pas des pensées qui viennent du passé, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas quand on va venir, parce que je vais parler très rapidement de ce moment 1492, c'est pas que ça nous intéresse parce que c'est 1492, c'est parce qu'on pense que ce moment a des effets encore aujourd'hui, et qu'on part de l'actualité. Et je crois que c'est ce que nous avons en commun avec les postcoloniaux ou les subalternes, enfin les penseurs, penseuses Nous pensons ces effets aujourd'hui, les effets nous on appelle ça la colonialité, mais du fait colonial. Enfin, je pense aussi souvent qu'on parle du fait colonial. Ce fait colonial, aujourd'hui, il a encore une présence, il a surtout... Et ça aussi, je crois que c'est le but des chercheuses de ces courants de pensée, c'est que on souhaite la dissolution de ces formes de domination. C'est-à-dire que donc il y a un engagement de fait. De fait, il y a un engagement parce que penser les effets de la colonialité, c'est pas juste pour les décrire, ou alors on est dans la légitimation de l'ordre du système et de l'ordre établi, mais je pense pour donner des clés de pensée. Déjà pour le comprendre, bien sûr, mais pour en sortir. Et donc, ce que fait la colonialité aujourd'hui, ces manifestations, d'abord, pour qu'on les voit, on voit qu'il y a une continuité. Donc, ce que nous, on pense surtout, c'est la continuité, en théorie, en perspective décoloniale. La continuité
de ces formes de domination qui se transforment, qui se réorganisent, qui se réarticulent en fonction d'événements divers, qui sont globalisés et surtout qui sont globalisés. Ça aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène de domination spécifique dans un territoire situé et limité, mais qui a tendance, ou en tout cas au cours de l'histoire, il s'est exporté, il s'est diffusé ailleurs que depuis l'Amérique latine. Et d'abord, c'était la première idée, distinguer aussi ce que c'est le postcolonial du subalterne. Je dirais pour préciser les choses, je pense que les différences viennent du lieu d'énonciation. En fait, le lieu d'énonciation fait qu'on comprend ce fait colonial de manière différente, on l'appréhende de manière différente. Je dis ça, les études subalternes où les penseurs de la subalternité parlent depuis cet espace qui est la péninsule, le sous-continent indien, et s'interrogent donc sur une colonisation qui a une temporalité particulière, celle de l'Empire britannique, notamment au XVIIIe, XIXe jusqu'au XXe siècle, et un espace aussi particulier que ce continent indien, avec les spécificités qu'il peut avoir et donc des rapports de domination particuliers de ce fait. Et qui a donné ce terme, ce concept tout à fait important et intéressant que nous, des coloniaux, on emploie, celui des subalternes, de la subalternité, comme espace à la fois de domination, ou comme les subalternes sont décolonisés, mais décolonisés qui ont une agentivité, une agency, et qui sont à la fois, et donc cette dialectique aussi entre la question de la domination, mais aussi les possibilités des espaces d'agentivité, les espaces d'action, la capacité d'action de ces subalternes. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait central et intéressant, important. Et puis les études postcoloniales qui vont un peu plus décalent un peu plus le regard depuis les États-Unis, en fait disons des descendants de colonisés, pour aller vite, mais installés plutôt aux États-Unis, un peu au Royaume-Uni, mais surtout aux États-Unis, et qui depuis ce lieu parlent ou envisagent leur espace, disons, d'origine. Moi, je pense notamment bien sûr à Edward Said, lorsqu'il s'interroge sur comment se construit l'Orient et en même temps la construction de l'Occident. Donc, mais cet Orient, par exemple pour Saïd, eh bien, c'est son territoire d'origine, la Palestine, notamment, enfin ce Proche-Orient, et donc qui a une histoire aussi particulière et à partir de là, donc, permet l'appréhension du fait colonial. Et donc ça donne des lectures propres à cet espace-là. Par exemple, de se dire, la modernité, elle naît au XVIIIe siècle, donc elle est constitutive de différenciation entre un espace de la civilisation et l'espace de la barbarie. L'Orient, donc, comme espace de cette altérité subalterne, je dirais. Voilà. Et puis l'Occident comme espace de développement, de progrès, de croissance. Bon, ça, il le voit à partir de ses études de cas, de ce qu'il lit, c'est-à-dire donc il pose le XVIIIe siècle, la période notamment des Lumières, comme un moment charnière dans cette construction de la modernité et donc de la différenciation entre Orient et Occident. Et ça, c'est tout à fait pertinent pour nous parce qu'en fait, l'Amérique latine, de ce point de vue-là, c'est un Orient, c'est un autre Orient. C'est l'Orient aussi, en tout cas, c'est l'Orient aussi, alors qu'on parle souvent de l'Amérique latine comme l'extrême Occident. C'est pas un extrême Occident, en fait, si on continue dans la lignée. Pour moi, en tout cas, ça me semble évident que définissant l'Orient comme le fait Saïd, l'Amérique latine est l'Orient. Enfin, nous sommes des Orientaux, de ce point de vue-là. Enfin, vous voyez, moi, péruvienne, aussi une orientale. Et ce que font les études décoloniales, c'est se situer donc depuis l'Amérique latine. Et à partir de l'Amérique latine, justement, quand on lit Saïd, quand on pense à la notion de subalternité ou à l'Empire britannique dans les Indes, ce qu'on appelle les Indes orientales, eh bien on se dit, mais nous, il y avait des Indes occidentales. Et nous, on a traversé la colonisation aussi, et c'est plutôt la première colonisation
enfin une des premières, parce qu'en réalité on peut remonter toujours un petit peu plus en avant, et par exemple aujourd'hui de se dire, en fait, l'Afrique était déjà très présente en 1492, sachant par exemple que les Canaries, hein, l'Espagne, après, dans ce mouvement hein, de reconquête qui n'est pas une reconquête mais une conquête hein, de territoire de la péninsule ibérique et au-delà jusqu'en Afrique, eh bien, arrive dans les Canaries vers la fin du XVe siècle, hein, les années 1580, on installe déjà des formes de colonisation. Donc en fait, nous, on va se dire, si on part de notre point de vue, eh bien, on n'est pas au XVIIIe siècle, la modernité, c'est ce que va dire Quijano, ne commence pas au XVIIIe siècle, mais commence à la fin du XVe siècle. Alors, le moment 1492 est important, c'est un moment, c'est-à-dire un temps, et parce que symboliquement, 1492, bon, tout le monde connaît cette date. Je veux dire, en Occident, tout le monde, c'est une date hein, extrêmement centrale. Alors, cette confusion, et en fait, je pense en France, bon, elle est claire qu'elle vient de la méconnaissance, comme vous l'avez dit, Lara, de cette pensée, de ces penseurs et ces penseuses. C'est pas un reproche, c'est un constat de ce que c'est que la colonialité du savoir. Pourquoi on n'a pas accès, pourquoi on n'arrive pas, et pourquoi un livre comme le nôtre qui est une synthèse aide, c'est parce que il y a le biais de la langue d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'on lit, et c'est pour ça que enfin moi je vois que plutôt quand on dit décolonial en France, il y a beaucoup de post-colonial, parce qu'en fait on lit, bon les penseurs bien sûr français, bien sûr Fanon, Césaire, hein, qui sont centraux, mais on lit aussi beaucoup en anglais, et pas en espagnol. C'est un peu paradoxal, puisque penser qu'en France, le français étant une langue latine, pourrait avoir des liens, mais c'est aussi c'est des questions justement de colonialité qui expliquent aussi, par exemple, que, puisqu'il y a des lusistes ici, que par exemple nous, en Amérique latine, eh bien les ponts avec, pourtant alors, je comprends le portugais, les portugais, enfin les lusophones brésiliens nous comprennent, et pourtant on a peu d'échanges, c'est étonnant, et on passe parfois par l'anglais pour se lire, ou c'est un peu, bon, ce sont des effets, à mon sens, de la colonialité du savoir, parce que les langues sont classées aussi, hiérarchisées, l'anglais est supérieur, et donc l'Amérique non anglophone est considérée comme un espace justement où il n'y a pas assez de production, il n'y a pas assez de production intellectuelle, ou que cette production est très minoritaire, voire calquée simplement, c'est-à-dire qu'on prend un peu ce qu'il y a en Europe, et c'est pour ça, je disais, Alain Rouquier avait je crois que dans les années 90, un livre qui s'intitulait L'Amérique latine, introduction à l'extrême-occident, en disant, bon, l'extrême-occident, enfin l'Amérique latine, voilà, c'est un peu, l'Occident va un peu dans l'excès, quoi. L'excès, enfin, ils vont au-delà, enfin, le libéralisme, et eux, ils inventent l'ultralibéralisme. On est dans des révolutionnaires, on va avoir un espace en fait dépendant, mais qui est certes dépendant en termes de pouvoir, mais qui du coup on oublie on efface avec cette idée, on efface la potentialité de la critique ou de la pensée critique latino-américaine. Alors donc cet extrême-occident qui pour moi est un Orient en réalité, comme je vous le disais, eh bien, et il est exubérant, festif, enfin il y a le sang latin, et c'est pour ça que latine va avoir aussi toutes ces connotations. Si là je prends et sanglante, sanguinaire, voire sanguinaire, enfin il y a des révoltes ou des révolutions, il y a Haïti et les massacres, mais c'est pas un espace producteur de pensée, de théorie politique, ou très peu. Et en réalité, c'est parce qu'on ne lit pas ou on ne pense pas l'Amérique latine comme un espace... Et ça, c'est un produit de la colonialité. C'est-à-dire qu'il y a des espaces où... par exemple, si on compare, je pense à la Chine, par exemple, c'est-à-dire historiquement, depuis toujours, il y a une médecine, une philosophie chinoise. Dans la subalternité, c'est un privilège quelque part aussi. Enfin, nous, en termes
coloniaux, de se dire, il y a quand même, l'Occident donne ce privilège à certaines régions de leur accorder une certaine forme d'expression du savoir, de reconnaissance du savoir, et d'autres espaces dont les savoirs ne sont pas reconnus, voire sont considérés comme non seulement niés, mais infériorisés, complètement infériorisés. Et on a par exemple, on oublie que, voilà, on a des concepts produits depuis l'Amérique latine, nous on prend que le XXe siècle, mais on pourrait remonter au-delà. Toutes ces questions de la théorie de la dépendance, la théologie de la libération, les révolutions, le fauquisme par exemple, on a différents, et le marxisme a sa manière ou à la sauce, voilà, avec des pensées ou des questions spécifiques. Je pense au socialisme, par José Carlos Mariate, qui est un péruvien et qui pense à un socialisme incaïque, enfin en tout cas avec des liens avec les cultures précolombiennes. Bon, tout ça, c'est pas du tout imaginé dans l'espace occidental. Alors, d'emblée, j'avais présenté précédemment que l'Amérique latine est un problème. Il est un problème pour nous parce qu'elle dit tout ça, en fait. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ça, la définition d'Amérique latine. Dans l'Amérique latine, eh bien, on oublie tous les peuples non occidentaux, donc qui n'ont pas de langue. On pense et on se dit oui, l'espagnol, le portugais. D'ailleurs, Amérique latine, souvent, bon là, on est dans un cercle universitaire, donc on sort de ça et on a plus de précision, mais en général, Amérique latine, en France, les personnes lambda vont dire l'espagnol. Amérique latine, c'est l'espace où on parle espagnol, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc pas d'autres langues, un espace donc qui ignore ces autres peuples. Aujourd'hui encore, on a des peuples, des centaines de peuples. Aujourd'hui, je crois qu'on les répertorie autour de 500, 600 peuples différents encore qui maintiennent, qui luttent pour maintenir cette présence encore. Alors, juste les cartes linguistiques, c'est juste pour sortir un petit peu aussi de notre... Imaginons souvent les cartes ou l'Amérique latine en termes politiques, et c'est ce qui domine les cartes. Vous savez mieux que voilà, on voit, et on n'imagine pas d'autres cartographies. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait ça aussi, la proposition des coloniales, de se dire comment on peut cartographier autrement ces espaces non occidentaux qui souvent on va dire les langues, mais les langues c'est tellement aussi compliqué, mais bon, on essaie. Donc là on a une carte sur les langues non occidentales, et pour sortir un peu, de voir surtout la diversité. Moi, c'est les couleurs là que je prends, c'est cette diversité. Donc Amérique latine nie cette diversité, nous rattache à soi-disant une latinité qui veut dire qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire. C'est quoi être latin, et surtout en Amérique, dans les Amériques, c'est quoi être latin? En réalité, Amérique latine, simplement, est une expression qui sert à dire qu'on n'est pas... Enfin, c'est tous les États ou tous les territoires au sud des États-Unis, tout simplement. C'est ce qu'on veut dire. Donc, et que les États-Unis peuvent ont déjà pris ce privilège de se dire Amérique, et c'est pour ça qu'on dit l'Amérique. En général, on pense États-Unis. Si je dis je suis américaine, tout le monde me demande mais de quel État, enfin t'es latina des États-Unis? Non, parce que l'Amérique, c'est les États-Unis. Et donc, latine, c'est le qualificatif subalterne de la subalternité, c'est-à-dire décliné. On n'est pas l'Amérique, on est l'Amérique latine, mais quand même Amérique qui appartient donc à cet espace impérial, c'est l'empire des États-Unis. Donc c'est problématique dans tous les sens, et c'est pourquoi il y a des propositions. Alors on cherche, on ne sait pas. La pensée, la théorie décoloniale, c'est pas une théorie déjà toute prête. Déjà elle est ancienne, elle se développe à partir des années 90, et elle est dynamique, c'est-à-dire elle commence, et à l'intérieur même, c'est même pas une école, on ne peut même pas parler d'une école, c'est-à-dire à l'intérieur même de ce groupe, ou des groupes des chercheurs qui pensent la colonialité, et notamment
peut-être vous avez entendu parler de ce groupe qui s'appelle Modernité, Colonialité, Décolonialité. Même dans ce groupe, on va trouver Dulce, El Mignolo, Grosfogel, Santiago, Castro Rome, etc. Eh bien, là, au Lugone, ils ne sont même pas tous d'accord là-dedans. Enfin, même dans ce groupe de chercheurs qui pensent la colonialité, ils n'ont pas les mêmes perspectives et échanger. Je crois que c'est intéressant qu'on puisse penser ça aussi en dynamique. Et donc, parmi les propositions est celle du non. Et Abya Yala est une proposition des autochtones, notamment peuples autochtones, qui ont ce regard un peu décolonial pour proposer un remplacement du terme d'Amérique latine surtout. Voilà, rapidement pour Abya Yala, pourquoi je vais parler un peu d'Amérique latine, Abya Yala, c'est-à-dire en pensée décoloniale, je pense ça c'est... Vous serez d'accord avec moi, enfin la question de... Il faut s'interroger sur la question de notre lexique. Ce qu'on dit, comme on dit, ça... Alors là, le terme essentiel, disons, central, bien sûr, de cette... on dirait... si on veut vraiment après, peut-être encore 2 minutes. D'accord, très bien, parfait. Le terme central, c'est celui de colonialité du pouvoir, qui est un concept qui est forgé par Aníbal Quijano, qui est un sociologue péruvien, dès les années 90. Alors, c'est pas un hasard qu'il commence et que cette pensée se développe juste à un moment où on fêtait, on célébrait l'Europe et en particulier l'Espagne, les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Et pour lui, alors c'est un penseur marxiste qui travaille aux États-Unis avec Emmanuel Wallerstein et qui se dit oui, bien sûr, il y a le capitalisme, il s'interroge beaucoup, il sort du mouvement social péruvien, il a été militant socialiste au Pérou. Précédemment, c'est un chercheur engagé dans toutes les luttes sociales, en particulier celle des bidonvilles de Lima, où les gens des bidonvilles s'organisent pour demander les droits notamment. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, il se dit, oui, le capitalisme, il faut le penser, bien sûr, dans cette notion de monde, de système monde. Et en fait, la race, c'est central. La race, c'est l'instrument qui a servi au développement du capitalisme. Sans la notion de race, sans le concept de race, en tout cas, ils vont de pair. Enfin, je ne sais pas s'ils n'auraient pas pu se développer ce capitalisme, mais en tout cas, le fait est que pour lui, la race est cet instrument de domination le plus efficace. Et cette race, elle n'a pas été pensée ou conceptualisée au XVIIIe, XIXe siècle, mais dès le XVe siècle, dès le moment 1492. Bon, Quijano situé parle beaucoup, c'est de 1492 comme date, mais là aujourd'hui on peut se dire après plus de 30 ans qu'on pense la colonialité, c'est-à-dire qu'on parle d'un moment, c'est-à-dire un moment où on commence à créer, la race ne se crée pas du jour au lendemain, mais par exemple le fait de distinguer les Européens des Indiens, c'est le premier moment pour nous de la constitution de la race, et on peut remonter en cette même année ou ces années 90, 1490, la distinction, comme on dit en Espagne, los moros, qui sont les Arabes, les Juifs, déjà cette constitution de la race, elle est dans cette fin du XVe siècle. C'est vrai, tout le concept de limpieza de sangre, on est en train de construire la race. Et à partir de là, une fois que cette race, ces races vont se multiplier, eh bien ça va servir le capitalisme. La première race, c'est celle des Indiens, qui ne sont autre chose que décolonisés, parce qu'il n'y a pas de langue indienne, il n'y a pas de religion indienne, il n'y a pas de cosmovision indienne.
Il y a des peuples, des centaines de peuples, 700-800 peuples différents au moment de la colonisation, mais qui sont tout à fait différents, extrêmement différents. On ne peut pas, en termes de mode de vie, hein, les Inuits ne vivent pas comme les Aymara de Bolivie, qui eux-mêmes n'ont pas la même vie que les Shipido de l'Amazonie colombienne péruvienne. Bon, donc il y a des peuples différents qui vont d'un seul coup devenir des centaines de peuples qui deviennent des Indiens. Et ça veut dire simplement qu'ils sont décolonisés. Ils vont servir à l'exploitation des ressources naturelles que se trouvent dans les Amériques, au bénéfice des Européens et de l'Europe en particulier. Alors, de l'Europe en général, je veux dire, enfin, quand on pense ça, après, c'est vrai qu'on peut se dire que tout le monde, toute l'Europe ne s'enrichit pas de la même manière, mais c'est l'Europe, quand on pense à l'Europe, moi je pense par exemple au XVIe siècle, c'est milliers de galions d'or et d'argent, enfin chargés d'or et d'argent qui arrivent en Europe, et quand je vois et quand je visite les églises européennes, partout, bon, c'est ça. Alors est-ce que, oui, c'est effectivement tous les pèlerins, enfin tous les chrétiens ou catholiques d'Espagne n'ont pas eu accès à cet or-là, mais ils étaient dans ces églises, ils ont prié, enfin c'est la richesse de ces paroisses, de ces espaces, donc cette richesse, elle est venue, et c'est pour ça que souvent on va dire, rendez-nous l'or déjà, on va commencer, si on veut parler en termes militants, bon, cet or, il est arrivé. Et ça, c'est grâce à la race. Les Indiens, donc ce groupe racial indien va d'abord servir à ça, à l'exploitation des mines, c'est pour ça qu'ils sont déjà institués et vont être mobilisés pour cela. Mais ce que produit la colonialité, c'est un phénomène aussi de destruction et d'extermination. En tout cas, pour l'Amérique latine aboriginale, c'est ainsi que ça se déroule. Dès l'arrivée des Européens dans les Caraïbes, eh bien, arrive aussi le génocide des autochtones. En 50 ans, 90% de la population disparaît. Et arrivent donc d'autres groupes qui vont être racialisés aussi. Alors, pour finir avec ce concept de colonialité, alors j'ai fait un petit graphique qui peut-être peut aider à comprendre comment on conçoit au Quijano et les décoloniaux cette idée-là. Alors donc, pour nous, quand je dis 1492, c'est ces moments symboliques, autour de, c'est pas exactement le 12 octobre, c'est aussi le 12 octobre, mais pas seulement, c'est la naissance de la modernité. Donc on va décaler par rapport aux postcoloniaux, l'idée que la modernité, elle commence en 1492. Donc modernité et colonialité, c'est ce que disent les décoloniaux. La colonialité, c'est le côté obscur de la modernité. On présente la modernité comme ceux qui arrivent sont les plus forts, les meilleurs, les plus beaux, les meilleurs dieux, etc. Mais ça implique de l'autre côté destruction de ces divinités, la destruction épistémicide, donc destruction de la culture de ces peuples et surtout extermination physique, enfin en tout cas génocide de ces peuples. Dans un système donc monde capitaliste et colonial. La colonialité est à distinguer du colonialisme de la colonisation. Très important parce que là souvent on nous pose la question c'est quoi le décolonial et puis on commence à nous parler oui mais la colonisation, la décolonisation. Pour nous c'est différent. Le colonialisme c'est un moment historique avec souvent des dates assez précises. L'Algérie 1830, 1962. Au moment où juridiquement un territoire dépend administrativement, juridiquement d'un autre, de sa métropole, et donc on a une métropole et une colonie. Mais la colonialité déborde, et on peut dire que pour nous, la colonisation, le colonialisme fait partie de la colonialité. En fait, la colonialité plus large englobe ce moment-là. Mais que, et on est tous, je pense, beaucoup d'accord sur cette idée, que donc, lorsque la colonisation finit, la colonialité, elle, ne s'arrête pas. En revanche, et il y a des formes qui se maintiennent de domination. Donc, pour nous, des coloniaux, c'est qu'on est aujourd'hui toujours dans des sociétés coloniales où le racisme sert au capitalisme. Et
Et que donc, de ce fait de la colonialité, on a un monde aujourd'hui divisé toujours pour des questions toujours économiques. Ce que je vais vous présenter là, c'est pas juste parce qu'on aime bien faire et des catégoriser, c'est que ça sert un système et ça sert toujours un groupe qui est toujours bénéficiaire de ce système-là. Le groupe des dominants. On peut les appeler blancs, enfin, c'est souvent, bien sûr, enfin, ou l'Occident, les Occidentaux. Bon, on va voir le Nord global, on pourra discuter sur ces notions, mais on a toujours une division de l'humanité. En une zone de l'être, une zone qui bénéficie des droits fondamentaux, et une zone du non-être qui n'a pas accès à ces droits. Historiquement, et quand ça commence en Amérique latine à Villayala, ce sont les Européens qui vont se situer sur cette zone supérieure de l'être, des humains, de l'humanité, où on trouve des humains considérés comme tels, donc avec des droits. Des créoles, c'est-à-dire pour nous en Amérique hispanique, les Européens nés dans les Amériques, donc des blancs, mais nés dans les Amériques. Et certains métis et métisses qui ont ce qu'on dirait en anglais un white passing, un passing qui leur permet de se situer plus ou moins, et qui sont dans cet espace un petit peu aussi qui peut les faire tomber de l'autre côté de la subalternité ou de la zone de non-être, et qui, en Amérique latine, parce qu'on a eu ces différentes vagues d'immigration, les Asiatiques, les autochtones et surtout les afro-descendants. Et que ce modèle-là, en Amérique latine, il persiste jusqu'à aujourd'hui et il sert toujours ce capitalisme en développement, qui toujours fonctionne très bien parce que cette dynamique, elle est efficace. Elle est efficace, et donc je m'arrêterai là, peut-être juste, je finis avec, je vous laisse cette slide, donc vous dire qu'à partir de là, on a décliné d'autres mots de cette théorie décoloniale, parce que Quijano, il n'est pas le seul à penser cette colonialité, et c'est un peu tous ces autres expressions et concepts que vous avez trouvés déclinés dans le livre, plus spécifiquement autour de la notion de colonialité, mais un petit peu plus en détail, un peu plus conceptualisé. Merci. Non, mais c'est juste pour rebondir avec vous, et je pense qu'en fait on est tous d'accord, on travaille tous en fait sur le fait colonial. Tu peux approcher ton micro. Pardon. On travaille tous sur le fait colonial, voilà, sur des zones géographiques différentes, mais je pense qu'on partage les mêmes modèles conceptuels et on est très intéressés par ce que fait le décolonial, et surtout ces notions de colonialité qui sont pour nous en fait évidentes, qui travaillons sur des modèles, sur des zones d'intense dépendance et des zones sacrifiées de l'économie globale. On a des gens ici qui travaillent au Congo, qui travaillent en Angola, et donc ces modèles capitalistes que vous décrivez pour nous sont... voilà, je pense qu'on parle le même langage. Donc pour essayer de savoir quel dialogue on peut tresser ensemble, je procéderai en 4 points. Sur ce que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage commun, c'est ce rapport que vous essayez de faire entre postcolonial et décolonial, et avec Xavier on en parlait ce matin, il y a sans doute autant de réponses que de penseurs décoloniaux, mais je trouve que chez vous c'est hyper clair. Un deuxième point, en fait on est d'accord sur beaucoup de choses. Un troisième point où on se demande mais pourquoi du coup les penseurs sur l'Afrique et les penseurs africains sont si peu nombreux à se revendiquer du décolonial, et à la fin, bon, quoi maintenant concrètement. Donc ce que j'aime sur cette articulation postcoloniale, décoloniale, il me semble, et vous l'avez bien montré ici je pense, c'est revenir, changer la date. Les penseurs postcoloniaux, effectivement, pensent à partir des indépendances et de ce moment des indépendances pour essayer de tresser des continuités et des moments de rupture à partir des indépendances. Et vous dites très bien que vous, ça ne vous va pas à partir de l'Amérique du Sud et à partir de là d'où vous parlez. Et ça vient à partir de la commémoration des 500 ans de colons. Et en même temps, il y a 2 dates dans votre ouvrage à l'initiale, c'est-à-dire que vous repartez de ces commémorations de 1992, et en même temps, le début de votre ouvrage que je vous ai donné aussi, chers collègues, commence in medias res sur la répression de 1897 au Brésil et sur le silence des retirantes déiés de l'État, massacrés par une troupe à bout de souffle
qui ressemblent très fortement aux gens à qui on a demandé de les exterminer. Et c'est donc 2 types de rapports à la colonialité et 2 types déjà de rapports à la colonisation dans ce décalage que vous opérez historiquement. Et ça, on le retrouve aussi très fortement, nous qui travaillons sur l'Afrique, cette construction sociale d'une différenciation entre les troupes qu'on envoie, des penaillés, enfin vous décrivez très bien, c'est un très beau moment même littéraire, ce massacre, voilà. Donc, et vous théorisez voilà, la violence structurelle de la notion de favela à partir de cette colline de Canudos dès le départ, donc page 7-8. Vous montrez, page 24-25, les rémanences coloniales et la différence pour le Brésil en disant qu'il n'y a pas eu de décolonisation et donc ce moment postcolonial ne peut pas s'appliquer de manière identique à partir du Brésil aussi parce qu'il n'y a pas d'après. Et ça, c'est des choses qu'on trouve, et peut-être on y réfléchira ensemble, et c'est des congruences qu'on peut trouver avec les mouvements écologiques aussi. Les pensées de l'effondrement aussi, qui disent en fait on est déjà dans la crise, et là on est encore dans la colonialité, et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un bain de colonialité. Et c'est marrant que vous disiez que vous êtes présenté d'emblée en disant que vous essayez de penser la sortie. Alors oui, sur les stratégies de résistance, je suis d'accord avec vous aussi, mais Mignolo dit par exemple qu'en fait on ne pourra pas en sortir. Et il faut trouver des résistances à l'intérieur de... C'est comme si on était dans le bocal, et on ne peut pas sortir du bocal en fait. Et les penseurs de l'écologie disent la même chose, et je trouve ça intéressant. On est dans un système capitaliste, on est dans un système global, avec des zones sacrifiées et des zones bénéficiaires, et on ne peut pas en sortir, parce qu'il n'y a pas de planète B, et il n'y a pas de moment où on sera en dehors de la colonialité. Et c'est des rapports de résistance qui doivent se jouer toujours déjà dedans. Alors après, on peut espérer qu'on luttera contre, mais on ne peut pas en sortir. Et Mignolo avait fait un texte super joli là-dessus, je trouve, et je pense qu'on est... enfin en tout cas moi c'est ce que je trouve hyper stimulant dans la notion de colonialité. On est toujours déjà dedans et on peut tenter d'y résister, mais on ne pourra pas jamais, on ne pourra pas en sortir. Et ça, je pense qu'il y a des jonctions à faire avec les penseurs de l'écologie, quoi. Voilà, donc tout ce qui est dit sur l'économie de la dépossession par zone de sacrifice pour le caoutchouc, bon ça c'est des choses que nous on connaît voilà, par cœur. Et vous resynthétisez, page 39-41, les déplacements théoriques du décolonial par rapport au postcolonial. Donc vous donnez 4 définitions, enfin 4 points de divergence. Une nouvelle périodisation pour intégrer le XVe siècle, l'Amérique. Premier point. Deuxième point, une transition de la modernité européenne sous-tendue par la colonisation des autres. Troisième point, un processus de racialisation et de différence. De l'altérité, bon ça, sur qu'est-ce que l'Afrique et qu'est-ce que l'Africain, bon, c'est des choses. Et quatrième point, une forme spécifique du savoir comme produit indissociable d'un rapport de force global. Et voilà, ça très fort, on le pense aussi sur les notions d'injustice épistémique, par exemple, qui sont des choses qui nous animent. Donc on est... C'est le deuxième mouvement de ce que je voudrais dire, on est d'accord. Il y a des points de congruence immenses. La notion d'ethnie, par exemple, telle qu'elle a pu être théorisée par Jean-Pierre Chrétien, enfin, d'autres, les ethnies en histoire, enfin, c'est des choses que vous dites sur la catégorie d'Indiens, page 62, sur les formations de division ethno-raciale, en tout point similaires, me semble-t-il. Autre point possible, les formations de zones de sacrifice que vous redéployez à partir des penseurs de la dépendance au sein d'une économie globale de la prédation, bien sûr. La colonialité de la gestion de la nature, nous on l'a théorisé, enfin nous les collègues, autour de la notion de colonialisme vert, enfin c'est la gestion des parcs naturels, on renvoie à Guillaume Blanc, c'est des travaux qui sont intégrés dans ce que font par exemple les experts internationaux dans la préservation des parcs naturels et à quel prix et au prix de quel déplacement de population et qu'est-ce qu'on entend par terre et qu'est-ce qu'on entend par vert comme couleur très... voilà. Bon, on est d'accord, mais alors pourquoi les penseurs africanistes et les penseurs africains, qui ne sont pas toujours les mêmes et avec qui on dialogue, pourquoi le décolonial n'est pas passé chez nous? Peut-être parce qu'il y aurait justement trop de ressemblances, on serait peut-être trop d'accord, et donc on n'aurait pas besoin de cette bascule. Bon, c'est possible, mais en fait, c'est peut-être pas entièrement satisfaisant comme réponse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a beaucoup de théoriciens africains qui sont des cousins
intellectuelle. C'est-à-dire ils pensent la colonialité des imaginaires, mais ils ne se revendiquent pas du décolonial. Quand j'avais titillé Joseph Tonda pour lui demander de nous faire un texte sur les lignes décoloniales avec Anne Carrien, il avait dit oui, d'accord, mais par contre, moi, j'appartiens pas au décolonial. Et il était vraiment très clair là-dessus. Or, tout ce qui théorise autour de la société des éblouissements, au sein d'un imaginaire global et mondialisé de dépendance des imaginaires, me semble en tout point comparable avec la colonialité du savoir et des colonialités imaginaires, qui, moi, me semble absolument évident. Mais il tient vraiment à faire une différence. Autre exemple qu'on avait beaucoup lu dans le séminaire, Souleymane Bachir Diagne, et cette notion d'universel latéral comme critique adressée à un universel eurocentré, pourrait en tout point être un des penseurs aujourd'hui de la colonialité du savoir. Ça me semble dire très exactement la même chose. Et pourtant, Souleymane Bachir Diagne refuse cette appellation du décolonial, aussi parce qu'il est sans doute très effrayé de la réception du décolonial en France, dans un contexte politico-médiatique que l'on connaît, dirigé par une économie d'extrême droite. Donc c'est quelque chose qui m'interpelle, ce léger décalage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et maintenant je pense qu'on gagnerait à imaginer une histoire connectée Afrique-Amérique du Sud, et peut-être que les divisions de nos centres de recherche aident pas. Sur l'histoire des luttes, par exemple, quand vous présentez, page 55, Mariategui et la notion de haïlou comme forme d'esprit communisme, avec un communisme vous y revenez, en 1968, en fait, il y a des branchements à faire, et Anna Carolina Coppola est peut-être là, mais sur la notion de socialisme chez Senghor. Senghor théorise une pensée purement africaine du communalisme qui n'est pas exempte de fantasmes. Mais il y aurait un communalisme spécifiquement africain par une pensée du village et une pensée de la communauté, de la notion de terre commune. En fait, on manque d'anthologie connectée des textes sur les pensées du socialisme, sur les pensées marxistes, avec éventuellement une pensée critique de ces fantasmes. Voilà. Et le deuxième point, les pensées, les croisements, les résistances de manière multilatérale, dans peut-être aussi réintégrer des frottements dans ces histoires-là, et des choses qui nous gênent aussi. C'est une synthèse, et je comprends parfaitement dans un contexte de crispation identitaire absolument détestable, mais penser peut-être des choses qui nous gênent aujourd'hui, comme la manière dont Senghor, et encore une fois Anna Carolina Coppola, c'est dommage qu'elle soit pas là, pourrait en parler, mais les pensées du métissage, comme elles sont reçues au Brésil, et comme Senghor a eu un tapis rouge sur la notion de métissage, qui en fait est une manière d'invisibiliser des formations de résistance très concrètes, et ce point de bascule que Senghor opère avec Gilberto Frère, qui nous pose problème aujourd'hui, et qui est vraiment une manière d'invisibiliser des luttes. Donc ces pensées sud-sud, on en a besoin, y compris aussi peut-être en réintégrant des frottements, des résistances, qui pensaient aussi éventuellement un peu plus contre nous, de manière, enfin en tout cas non binaire, dans ces réécritures des grammaires des luttes qui peuvent être reprises dans l'appareil d'État. Voilà. Et dernier point, l'écologie en cas concret, c'était les dernières pages que je vous avais donné à lire sur des résistances écologiques très, très concrètes et ces notions de territoire-région, où par exemple des penseurs comme Gary Snyder qui pensent le biorégionalisme à partir de San Francisco, et voilà, mais qui sont aujourd'hui repris dans les pensées écologiques sur former des régions de lutte opérantes d'un point de vue concret. Ça, c'est des choses auxquelles on aurait besoin de penser aussi, et il faudrait sans doute on y réfléchisse plus avant. Donc voilà, on est très ravis de là. En même temps, puisqu'on vous a sous la main, est-ce que ça vous sert? Parce que par exemple, vous citez Senghor, vous citez le dernier mot que vous citez, c'est Fanon, enfin c'est le dernier mot de votre ouvrage.
Voilà, nous, on est très contents évidemment. Et en même temps, vous citez par exemple aussi une penseuse féministe du Nigeria sur la notion qu'il n'existe pas de genre en dehors de la colonialité, qui sont des personnes en fait qui sont aussi très critiquées voilà, par d'autres féministes africains, américains, mais pas que, et aussi africaines, pour lesquelles il existe un genre en fait, et il n'est pas forcément colonial. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a des pressages à faire voilà, très fortement. Je ne sais pas si vous voulez rebondir ou s'il y a des collègues dans la salle qui l'ont lu aussi. Bah, peut-être on peut prendre 10 minutes. Non, oui, si je peux. Sinon, en fait, on est là pour discuter quand même. Non, c'est que, en fait, c'est tellement intéressant. 2 points. Le premier, très, très rapide, et le second, c'est de fond, en fait. Vous avez dit sortir de la colonialité. C'est vrai que Mignolo et d'autres, en fait, on est dans ce qu'on fait. On peut sortir, on ne peut pas sortir. Et la notion de transmodernité, en fait, c'est si on se met dans le cadre occidental, voilà, on n'a plus rien, enfin, il n'y a pas de solution à voir. Quand je disais sortir, c'est quelle forme de résistance, mais aussi en pensant, et tout dépend, encore une fois, du lieu depuis lequel on parle, c'est-à-dire que je pense, moi, d'abord, à tous ces peuples non occidentaux, c'est-à-dire, ça dépend d'où l'on parle. Si on parle d'université, effectivement, on va pas sortir, on ne peut pas forcément, enfin, l'Occident, mais alors, est-ce que cette sortie, peut-être le terme il est mal choisi, mais ce qu'on fait, bon déjà protéger ce qui n'est pas Occident, le non-occidental. Enfin, on oublie aussi, c'est-à-dire si aussi on reste dans le bon, il n'y a rien à faire, on va créer des résistances. Non, je veux dire, mais est-ce que, non plus exactement, mais si on se place depuis ces peuples, c'est-à-dire, est-ce que l'urgence, et je ne parle pas que d'Aviala l'Amérique latine, je parle à l'échelle du monde. C'est plutôt, moi je pensais à ça, mais c'était, bon, c'est un peu du détail. Alors, pourquoi les penseurs ou les chercheuses africaines ne se réclament pas et même récusent le décolonial? Moi je pense qu'essentiellement, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est des postcoloniaux, c'est-à-dire quand j'entends ces références, on est plutôt... C'est ça notre différence, c'est-à-dire que... pour moi, c'est qu'on est plutôt dans des aspects... Pour moi, la pensée postcoloniale, comme vous le dites, on s'interroge sur les mêmes choses, on a les mêmes... Mais il y a une petite différence, et hier, je reprends ce que vous disiez Michel hier, présentation à Cervantes, cette question encore depuis le lieu, c'est-à-dire qu'on a plus d'intellectuels. Si on est dans un espace beaucoup plus universitaire, beaucoup plus intellectuel, et pas rattaché forcément aux mouvements sociaux en général, le décolonial marque beaucoup plus le lien, en fait, entre théorie et praxis. Enfin, c'est la praxis, donc la pratique, concrètement, les mouvements, où on est où, qu'est-ce qu'on fait, on est au charbon. Je veux dire, le décolonial pose ça comme condition, c'est la condition même, c'est-à-dire, on parle beaucoup de colonialité, pardon, et encore, moi je suis la première à passer beaucoup de temps à parler de colonialité, mais ce qui est intéressant, c'est la décolonialité, ce que ça veut dire, et c'est pas la décolonisation, on est bien d'accord. Qu'est-ce la décolonialité? Comment on fait pour sortir? Exactement comment on fait. Donc, à mon sens, et ça ne m'étonne pas que ça soit, en France, je veux dire, moi je sens ici qu'on est plus dans des logique postcoloniale. Et ça me rattache... je le dis aussi, c'est-à-dire que quand on est dans un espace universitaire, en Amérique latine, en Afrique, on a cette différence aussi de classe. Ces différences de classe font que... il y a du postcolonial aussi en Amérique latine, on n'est pas d'accord. Le décolonial, c'est pas ce qu'on parle depuis l'Amérique latine à Vieyala, que c'est un courant de pensée qui est accepté. Au Pérou, il n'y a aucune... Alors, Quijano était la chair, parce qu'il était une star, mais depuis qu'il est décédé, personne n'a repris. Il n'y a pas de chaire d'études décoloniales au Pérou, par exemple. Le Pérou est même hostile à la pensée décoloniale, des universitaires péruviens. Donc quand je dis postcolonial, je dis aussi un espace, un espace de pouvoir.
je pense qu'il y a cette raison de qui parle et si on est à l'université en général. Bon, bah ça, on l'a vu hein, dans toute la question du féminisme et comment le concept d'intersectionnalité a été complètement récupéré dans les milieux universitaires pour être complètement dépolitisé. Ça, je ne suis pas la seule à le dire. C'est une fois que l'université ou les espaces académiques, intellectuels prennent des concepts, souvent il y a un processus de dépolitisation de ces concepts et donc perdent cette force, disons, politique d'action politique. Et puis j'ai l'impression aussi qu'une autre chose qui bloque ou qui fait qu'on a du mal entre Africains et Latino-Américains à penser, ou à se dire des coloniaux, c'est la question de la race, encore une fois, enfin, qui rame et part de la question de la race. Or, on a souvent l'impression, enfin je ne sais pas, c'est ma lecture encore une fois, hein, de latino-américaine, en ayant quelques liens, pas tellement, mais en ayant un petit peu de lien avec les chercheurs et chercheuses africains et africaines, que la race n'existe pas. En fait, comme si la race n'existait pas, parce que on est dans un continent majoritairement, par exemple, enfin, je pense à l'Afrique subsaharienne, je ne sais pas si c'est le terme qu'on dirait, c'est un peu mal, mais en tout cas l'Afrique noire, de se dire, en fait, il n'y a pas de race. Or, par exemple, moi, quand j'ai découvert par intérêt personnel et puis par des questions vraiment personnelles, par exemple le cas du Cameroun, je suis frappée d'entendre que, en fait, j'entends beaucoup de races quand on me parle que, par exemple, le groupe des Bétis et Caen sont, par exemple, alors considérés, quand je les entends, dans le commun, hein, je ne sais pas si chez les chercheurs, mais en général, de dire ils sont comme ci, ils sont comme ça, la peau, les traits, par opposition, par exemple, au groupe des Bamileke, j'entends de la race, moi j'entends que de la race, par exemple. Et je me demande, mais pourquoi on ne pense pas plus cette question-là aussi en termes raciaux? Et je vois que quand je dis ça, on dit non, on n'a pas ce problème, c'est les ethnies, le tribalisme. J'entends souvent ça et je ne sais pas, je me demande, voilà, en fait, c'est pas une question. Pourquoi c'est si difficile, en fait, parfois de penser la race parce qu'on se dit, on est tous noirs. Et alors que pour nous, c'est évident en tant que latino-américains, peut-être parce que tous ces 500 ans, on a eu tellement de choses. Et voilà, enfin, je sais pas, c'est juste des questions que moi, quand j'entends ces cas spécifiques, je me dis, est-ce que ça, c'est pas ça qui nous distingue, en fait, sur cette différenciation, et qu'en France, en plus, je crois que, comme le décolonial, il est vraiment... la question raciale est tellement... c'est tellement difficile encore que ça aussi, ça fait peur. Et je comprends que ça fasse peur pour des intellectuels qui viennent et qui ont besoin d'intervenir enfin, je sais pas, je me dis ça, si moi, venant de l'Amérique latine et que je ne dois pas dire race pour être invitée, je sais pas, à un séminaire, moi j'ai ce privilège d'être dans une université, déjà dans une université française, d'être professeur des universités, donc je peux dire toutes ces choses-là. Et si j'étais au Pérou et que je vais être prof invité et que je dis oui, il y a beaucoup de colorisme, c'est vrai que le Pérou, et qu'on peut le parler depuis l'Amérique latine en France, parce que ça pose pas de problème, on n'a pas de problème colonial avec l'Amérique latine, donc moi je parle de ça, de dire qu'il y a de la race, il y a du métissage, c'est du blanchiment, ça passe parce que c'est l'Amérique latine, mais et ça passe moins bien en Espagne, par exemple nous, c'est plus compliqué de parler de race et de ces choses-là. L'Espagne, hier, j'étais vraiment contente et surprise, et c'est pour ça que je disais à l'Institut Cervantes, quand même, de parler de race et de l'Amérique latine et d'Aviala. C'est vraiment, symboliquement, je pense que c'était très fort. Et qu'en France, pour ce lien colonial avec l'Afrique, et notamment pas seulement l'Afrique noire, mais donc c'est plus problématique.